Bonjour à tous. Donc le topo de ce matin sur l'épaule, j'ai essayé de me concentrer sur les pathologies traumatiques lors du rugby. Quel est le contexte? Le rugby est un sport de contact qui est un des plus populaires dans le monde et on y observe de nombreuses blessures et c'est l'incidence, une des incidences les plus élevées, tous sports confondus. Sur ces problématiques, bien entendu, on va regarder un petit peu l'ensemble des méthodes préventives pour diminuer le nombre de ces blessures, que ce soit sur le niveau amateur que professionnel. Il faut comprendre qu'au niveau de l'épaule, on y retrouve 20% de l'ensemble des lésions observées lors du rugby, et que sur 20% de ces traumatismes, plus de 60-70% sont impliqués lors du plaquage. Un des articles intéressants que j'ai retrouvé dans la littérature est celui de Laurent Nouvet-Josserand en 2007 dans Sciences et Sports, qui avait réalisé une étude rétrospective incluant 154 joueurs professionnels. Et on y retrouvait parmi ces plus de 150 joueurs de rugby, plus de 2 tiers des joueurs qui avaient présenté des traumatismes décrits au niveau de la pratique sportive. Alors dans le Nord, on a peu de pratiquants de rugby par rapport à certaines régions de France, et je me suis attardé un petit peu sur la notion de spécificité de poste, parce que notamment dans cet article de Nouvet-Josserand, on y retrouve des lésions ou des traumatismes différents en fonction du jeu des joueurs. Donc vous le savez peut-être, mais je me suis un peu documenté. On a les avants avec la première ligne, le centre et la troisième ligne, la charnière et puis les lignes arrière. Et en fonction de chaque rôle, de chaque fonction des joueurs, bien entendu, on va y retrouver des traumatismes différents. Dans l'article de Laurent Nouvet-Josserand, on y retrouve bien entendu le pourcentage de chaque lésion anatomique. Et vous avez, en plus de ces pourcentages de lésions, les différents postes qui ont été analysés. Et bien entendu, les avants sont bien entendu plus exposés au traumatisme. Donc on retrouve un peu dans cette répartition plus de 50% de pathologies acromioclaviculaires. L'autre partie principale, ce sont les luxations gléno-humérales. Ensuite, les problèmes de clavicule, donc avec les fractures. Puis après, le reste, ça inclut à la fois les ruptures traumatiques ou micro-traumatiques de la coiffe des rotateurs et la pathologie sternoclaviculaire. Pour compléter cette introduction, on a retrouvé trois catégories de facteurs de risque qui peuvent prédisposer aux lésions. Premièrement, des critères dits anatomiques, avec une hyperlaxité constitutionnelle au niveau gléno-huméral, avec notamment une rotation externe coude au corps supérieure à 85 degrés. Un défaut de souplesse de la chaîne musculaire antérieure concernant les pectoraux, et un déséquilibre du ratio entre les muscles rotateurs internes et les muscles rotateurs externes. La deuxième catégorie de facteurs de risque, ce sont les critères sportifs, avec notamment une insuffisance de technique, notamment sur les notions de plaquage, plaqueur, plaqué, un dysentraînement musculaire, avec une musculation plus intensive du corps supérieur plutôt que des membres inférieurs. Bien entendu, les sols durs ou gelés et en cas de chute sur le moignon de l'épaule, et aussi sur l'aspect un peu professionnel des choses, les intersaisons qui peuvent être parfois courtes et les saisons longues, notamment concernant les internationaux. Enfin, la troisième catégorie de facteurs de risque, ce sont des critères plutôt éthiques, avec notamment les conduites dopantes dans ce sport qui ont été dénoncées par l'Agence française de lutte contre le dopage, avec, dans ces cas-là, une perte de lucidité qui a été décrite et une course à la surpuissance musculaire. Donc la première pathologie, c'est cette pathologie acromioclaviculaire qui est la plus fréquente. On va retrouver deux mécanismes principaux, alors à la fois concernant le plaqueur puis le plaqué. Le plaqueur, on va retrouver ce mouvement d'abduction, abduction, avec une rétropulsion horizontale forcée en rotation externe qui entraîne les traumatismes. Et en face, on va retrouver le plaqué qui, lui, va souvent présenter sur ce traumatisme un impact direct sur le moignon de l'épaule avec le bras en rotation interne. Comme vous le voyez ici, donc la disjonction acromioclaviculaire, c'est quoi? C'est une pathologie entre l'extrémité latérale de la clavicule et l'extrémité médiale de l'acromion.
Et on utilise une classification de Roth-Koot qui nous permet, avec le stade radiologique, d'évaluer indirectement l'état des structures ligamentaires et capsulaires. Le stade 1, c'est juste une fragilité des ligaments coracoclaviculaires. Le stade 2, il y a un petit déplacement avec une élongation à la fois de la capsule et des ligaments. Le stade 3, on va retrouver un déplacement complet supérieur de la clavicule à plus de 100% qui est pathognomonique d'une rupture complète de la capsule et des ligaments coracoclaviculaires. Et le stade 4, c'est plus un déplacement postérieur. Communément, il est admis que dans les stades 3, 4 et 5 de Roth-Koot, on a plutôt tendance à proposer, en fonction des sports, la motivation, une intervention chirurgicale, car dans les études, on retrouve plus de 20 à 40% de patients qui peuvent être insatisfaits après un traitement médical, que ce soit des douleurs résiduelles, une perte de force, des paresthésies ou des gènes esthétiques. Il y a un traitement chirurgical qui est proposé parfois, donc c'est soit un traitement par voie directe, à bord direct, par plaque ou par brochage ou au banage. On peut également utiliser des systèmes sous arthroscopie avec des doubles boutons qui peuvent être utilisés, que ce soit à mettre sur le bord supérieur de la clavicule, le bord inférieur de la coracoïde, pour remettre la clavicule en bonne position et favoriser la cicatrisation des structures ligamentaires, comme vous le voyez ici, que ce soit la capsule acromioclaviculaire ou les ligaments coracoclaviculaires conoïdiens et choroïdiens. La problématique et la spécificité dans la pathologie du rugby, c'est que, sachant qu'il s'agit d'une cicatrisation ligamentaire, on retrouve des risques, des taux de récidive importants après l'acte chirurgical. Et donc, il est plutôt conseillé de favoriser le traitement médical orthopédique chez les joueurs de rugby pour les pathologies acromioclaviculaires. La deuxième pathologie reste assez classique néanmoins, c'est la luxation glénomérale antéro-inférieure. On va voir que 10% concernent des luxations postérieures, 90% des luxations antérieures. Et il est décrit dans la littérature un mauvais pronostic car il y a un risque majeur de récidive en cas de reprise du sport après une primo-luxation ou une primo-subluxation. Le docteur Bonnevial, dans le sujet prochain, va nous présenter un petit peu la stratégie thérapeutique chirurgicale après un premier épisode. Et on va le voir, il sera souvent choisi et préconisé pour une reprise du sport à un niveau égal. Le mécanisme, comme il avait été décrit, c'est vraiment ce mécanisme de plaquage ou, dans la particularité du rugby, un atterrissage avec le bras en hyperextension, tendu, pour tenir le ballon, notamment pour marquer un essai. Et donc, on retrouve dans ces primo-luxations, dans ces traumatismes d'instabilité, toujours cette flexion antérieure avec une abduction et une rotation externe forcée. Le traitement chirurgical, juste pour vous le citer, de manière assez communément acquise, on va utiliser ce qu'on appelle une butée de la targée. Il y a deux stratégies pour le traitement de l'instabilité, l'intervention de Bancart, avec juste une retention capsulaire et une réinsertion du bourrelet glénoïdien qui est insuffisant dans ce type de sport et dans ce type de patient. Et donc l'objectif, c'est de déplacer le processus coracoïde pour augmenter le stock osseux glénoïdien et ainsi utiliser également le tendon conjoint qui va se tendre lors de l'abduction en rotation externe, plaquer le sous-scapulaire. Et pourquoi c'est une intervention qui peut être proposée dans les joueurs de rugby avec un bon taux de réussite? C'est parce que, contrairement à la disjonction acromioclaviculaire, l'objectif c'est d'obtenir une consolidation osseuse. Et après cette consolidation osseuse, eh bien, il n'y a plus aucun risque d'abîmer l'acte chirurgical et donc l'acte biomécanique de l'intervention. L'autre, je pense que, voilà, ou après... La deuxième partie de l'instabilité concerne les luxations dites postérieures. Et donc, j'avais vu ce joueur de rugby récemment. Et lui, typiquement, il m'avait expliqué que c'était durant un ruck, avec le bras plutôt en flexion, en adduction, AD-déduction, rotation interne forcée, avec un mécanisme vraiment d'avant en arrière, qui avait présenté donc une primo-luxation postérieure. Et notamment, il m'expliquait qu'il était gêné lors des passes. On voit que la passe ici du ballon ovale nécessite vraiment cette position d'adduction, rotation interne, et donc avec des symptômes invalidants. On retrouve ici en rouge la fracture du rebord plutôt postérieur et inférieur de la glène de l'omoplate, avec sur la radio le déplacement complet de la tête humérale en arrière.
Concernant la fracture de clavicule, c'est le troisième sujet. La fracture de clavicule, c'est vraiment suite à un traumatisme direct sur le moignon de l'épaule et on peut observer des déplacements, des types de fractures. Classiquement, c'est une fracture concernant le tiers moyen avec un déplacement plus ou moins important en rapport avec le ligament coracoclaviculaire qui maintiennent le fragment latéral en place et une chaîne musculaire cervicale avec le trapèze du sternocléidomastoïdien qui assure une traction du fragment médial de la clavicule. Quels sont, pour ma part en tout cas, et dans la littérature, le choix entre un traitement orthopédique par anneau de Delbé ou le traitement chirurgical avec la plaque d'ostéosynthèse? En pratique, j'observe vraiment l'existence de fragments interfracturaires qui assurent une continuité avec l'ensemble des deux fragments principaux. Et en fonction de cette présence des fragments, je choisis ou pas un traitement orthopédique. Ici, vous voyez, vous avez des petits fragments qui assurent une continuité. Et dans ces cas-là, on préfère obtenir un traitement orthopédique, en tout cas pour ma part, avec, dans la plupart des cas, un très bon résultat. À l'inverse, quand on observe un écart interfragmentaire important avec un raccourcissement des deux fragments, je préfère choisir une ostéosynthèse par plaque qui va bien entendu optimiser le taux et les chances de consolidation, avec surtout une restauration de la longueur de la ceinture scapulaire. La quatrième pathologie décrite reste donc la rupture traumatique de coiffe. Donc il peut y avoir aussi des ruptures liées à une hypersollicitation, des microtraumatismes suite au conflit, mais la particularité, ça va être ici la rupture du tendon du muscle sous-scapulaire, avec lors de l'examen clinique une perte de rotation interne. Donc c'est plus fréquemment décrit lors du plaquage, et notamment plus fréquemment chez le plaqueur. Et il faut, dans ces cas de rupture du tendon du muscle sous-scapulaire, suspecter une luxation gléno-humérale antéro-interne associée lors du traumatisme. Voilà, comme convenu, je vous fais un retour. Si on peut baisser le son, s'il vous plaît, merci. Donc sur cette vidéo, on voit un jeune joueur qui présente ici donc une rupture traumatique complète, transfixiante des deux tiers supérieurs du tendon du muscle sous-scapulaire, donc sur l'IRM, sur les coupes axiales. Ici, on voit un petit moignon tendineux restant attaché au trochin qui fait à peu près 1 cm et le corps musculaire avec une partie tendineuse qui est complètement désinsérée. Ici, on voit une trophicité musculaire normale, un aspect vraiment traumatique de la problématique. Et on voit que ici, sur les coupes coronales, toujours sur l'IRM, on retrouve ici donc néanmoins une petite rupture de la coiffe supérieure, antéro-supérieure, de stade 1 du supraspinatus associé, donc qui peut être en rapport aussi et témoigner d'un conflit néanmoins chronique. Et avec l'épanchement, et sur cette coupe coronale, on va retrouver également les signes de la rupture du tendon du muscle sous-scapulaire. Dans cette pathologie, il est néanmoins conseillé, selon la littérature, de réaliser une réparation tendineuse. De toute façon, les patients sont invalidés pour la pratique. Et donc, on va réaliser dans la plupart des cas une réparation sous arthroscopie avec un système d'ancrage. Donc, nous avons tous nos propres techniques chirurgicales de réaliser une réinsertion de la zone tendineuse sur la structure osseuse. Il faut savoir que l'évolution et la cicatrisation est lente, un minimum de 3 à 6 mois, avec néanmoins une bonne récupération fonctionnelle. Dans la littérature, on retrouve dans ces ruptures transfixiantes traumatiques de la coiffe 2 articles principaux, principalement et notamment l'article de Pierre-Henri Flurin de Bordeaux en 2007, qui décrit sur 29 cas opérés 80% de retour au même niveau à 5 mois, et Funk en 2009, qui décrit lui dans son étude 11 cas opérés avec 100% de retour au même niveau à 5 mois. Enfin, la dernière pathologie décrite reste la disjonction sternoclaviculaire, qui est quand même assez rare
Et classiquement, c'est ce qu'on appelle un mécanisme indirect, avec, lors des mêlées, un empilement d'un joueur au sol, qui va provoquer un déplacement de l'extrémité médiale de la clavicule par rapport au sternum. Et comme vous le voyez ici, sur ce patient vu en consultation récemment également, alors en statique, on n'a pas de déplacement significatif, mais lors de ce mouvement d'élévation antérieure, on retrouve une subluxation antérieure de la clavicule par rapport au sternum, qui peut être douloureux, invalidante. Voilà. Et dans ce cas-là, bien entendu, en tout cas d'entre mes mains, il faut plutôt privilégier une abstention thérapeutique. En conclusion, dans le sport du rugby et l'épaule, le plaquage reste le responsable de la majorité des blessures, notamment au niveau du rugby professionnel. Bien entendu, la part de la luxation, la disjonction acromio-claviculaire, avec une chirurgie qui est plutôt à éviter. Et à l'inverse, concernant les luxations gléno-humérales, avec comme traitement chirurgical la butée de la targée, elle est plutôt à proposer pour obtenir une reprise du sport significative. Enfin, concernant la prévention, le travail une notion de renforcement des muscles périarticulaires pour stabiliser l'épaule, l'apprentissage du plaquage dans les écoles du rugby, la sanction du jeu dangereux, bien entendu, par les règles internationales, et privilégier également les protections corporelles, et notamment les épaulières rembourrées. Je vous remercie pour votre attention.